Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle émission As the Expert, un format conçu pour plus d'interactivité avec vous. En 30 minutes max, nous allons tout vous raconter sur le ransomware et comment y faire face. Ensuite, nous allons, comme d'habitude, ouvrir la séance de questions-réponses, donc de la zone de chat et des questions des GoToWebinar. N'hésitez pas tout au long de l'émission de poser vos questions, nous y reviendrons à la fin. Donc, comme je vous disais, nous allons parler ransomware et pour cela, je suis aujourd'hui avec Sébastien Viou, qui est directeur sécurité pour nous dresser un état de lieu général de cette menace. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Également, nous sommes avec Cyril Cléo, qui est ingénieur cybersécurité, qui va nous éclairer d'un point de vue technique sur comment les ransomware fonctionnent. Bonjour Cyril. Bonjour Manuel, bonjour à tous. Et enfin, nous sommes également avec France Cournil, qui est product leader chez StormShield et qui va nous expliquer vers la fin de l'émission comment la solution StormShield Endpoint Security Evolution va nous protéger contre ces fléaux qui peuvent planer sur toutes les entreprises. Bonjour France. Bonjour Manuel, bonjour à tous. Entrer dans le vif du sujet, déjà, je voulais te poser une question, Cyril. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition rapide de ce que ça veut dire ransomware? Bien sûr, problème. Alors, ransomware, comme son nom l'indique, tu as la partie ransom et tu as la partie ware. Ware, suffixe qui désigne les logiciels, on trouve dans freeware, shareware. Et ransom, rançon, tout simplement. L'équivalent français serait rançongiciel. Donc là, tu es sur un logiciel qui vient prendre tes données en otage, clairement. Elles sont toujours existantes, mais elles ne sont plus utilisables. Donc ça te les verrouille. Et elles sont déverrouillables en échange du paiement d'une rançon. C'est un logiciel qui se retrouve déployé par des gangs de cybercriminels. Et en fait, tu es clairement sur une prise d'otage. À ne pas confondre avec l'attaque à la rançon, qui du coup est quelque chose de plus vaste, où tu vas attaquer quelqu'un ou une société dans le but de te faire payer une rançon. Donc le ransomware peut faire partie de l'attaque à la rançon, mais l'attaque à la rançon est quelque chose de beaucoup plus vaste. Ok, d'accord. Je pense qu'on a déjà positionné les éléments. Sébastien, d'un point de vue plus général, qu'est-ce que les ransomware vont représenter en termes de chiffres? Alors les ransomware en eux-mêmes, c'est environ 28 familles actives aujourd'hui en France. Ce sont des chiffres de la gendarmerie nationale. Au niveau des attaques à la rançon, on est sur des augmentations de x4 avec l'ANSSI remonté à environ 54 attaques traitées par l'ANSSI en 2019. On est sur 192 en 2020, donc x4 2019-2020. On a aussi une explosion des attaques à la supply chain. Ça, ce sont des attaques qui visent à atteindre une cible en passant par un sous-traitant. Donc par exemple, si je veux voler des données à un grand groupe du CAC 40, je vais attaquer son sous-traitant, n'importe quoi, sous-traitant d'un logiciel X ou Y, pour essayer d'atteindre la cible et voler ses données. Donc on en a eu 24 traités par l'ANSSI. Alors il faut savoir que ces chiffres de l'ANSSI sont des chiffres de grosses attaques qui sont traitées, quand elles sont traitées par l'Agence nationale de la sécurité, c'est qu'on est face à des grosses attaques, mais le fait que ça augmente beaucoup montre que ça va augmenter sur toute la population des entreprises. Sinon, est-ce que tu as des données de chez Stan pour nous donner des chiffres plus spécifiques là-dessus? Alors oui, on a un chiffre qui ressort présent de nos analyses. On traite via notre sandbox et via notre télémétrie énormément de menaces. Là, ce qui ressort cette année, c'est un fichier sur 500. Voilà. Un ransomware, un fichier sur 500 est un ransomware. Un fichier analysé par nos outils de sécurité. Tu dis 1 sur 500, mais est-ce que ça représente beaucoup ou pas? Alors, en fait, oui, c'est une bonne question. 1 sur 500, qu'est-ce que ça veut dire? J'invite chacun à regarder combien de fichiers il fait transiter sur sa messagerie ou sur son ordinateur par jour. Grosso modo, on est sur plusieurs ransomware qui arrivent sur un poste par an. Donc en fait, c'est beaucoup parce qu'il en suffit d'un, et puis quand on en prend 4, 5, 6 par an, ça multiplie les chances qu'il y en ait un qui passe. Je vois. Cyril, l'un des objectifs du coup principaux des ransomware, c'est lequel? De l'argent. Clairement, il n'y a rien de plus. Les gangs de cybercriminels font tout, s'organisent
savent mettre la pression, ils veulent récupérer de l'argent. Ok. Et du coup, Sébastien, tiens, en fait, concernant les cibles, enfin, ou les victimes des ransomware. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas forcément de secteur d'activité spécifique, hein, c'est très large. Après, le secteur du monde hospitalier a été beaucoup mis en avant par les médias, notamment durant la pandémie. Il y a eu beaucoup d'attaques sur les hôpitaux, mais pas que. Mais c'est ceux-là qui ont été mis en avant, notamment le CHU de Rouen en 2019, qui a fait la une. Plus récemment, le CH de Arles, qui a pris une attaque, qui l'a immobilisé, enfin qui l'a gêné dans son fonctionnement pendant au moins un mois, avec un coût d'environ 1 million d'euros. Mais on a aussi beaucoup d'industries. Alors j'ai deux exemples notables. On a Beneteau là qui a très récemment fait l'objet d'une attaque à la rançon et qui a perdu de la production. Et on a Lise Charmel qui est un vrai exemple de TI qui a failli couler, qui a dû se mettre en redressement judiciaire pour se protéger vis-à-vis de ses créanciers, qui a mis 2 ans à s'en remettre avec la perte de production, etc. Plus de 10 millions d'euros de pertes, je crois, et toujours pas d'ailleurs de prise en charge des assurances. Donc là-dessus, encore beaucoup à faire pour progresser. On voit surtout que, en fait, on voit que le ransomware, et ça peut couler une boîte, une PME, une ETI, ça peut la couler. C'est ça le message. Une partie, malgré tout, d'extorsion de la part de ces cyberattaquants. Et concrètement, quels sont ces types d'extorsion aujourd'hui? Les cybercriminels ont beaucoup d'imagination. On se retrouve aujourd'hui avec 4 types d'extorsion qu'on a pu recenser. Le premier, c'est l'atteinte à l'intégrité, on en parle tout le temps, c'est le chiffrement des données qui empêche de pouvoir y accéder, donc on ne peut plus travailler, on n'a plus accès à ces données, on est coincé. Donc pour récupérer ces données, on paye une rançon pour avoir la clé de déchiffrement. Le deuxième, c'est l'atteinte à la confidentialité de ces données. C'est qu'avant de les chiffrer, maintenant, les groupes de cybercriminels vont voler le contenu des fichiers et ils vont menacer de divulguer ce contenu, que ce soit des données personnelles, des données patients, des brevets, des infos stratégiques sur une entreprise, peu importe. Ils vont menacer de les divulguer ou de les revendre. Et là, l'entreprise va payer pour que ces données ne partent pas dans la nature. Alors c'est très très efficace en Europe, notamment à cause du RGPD, qui pour certaines entreprises c'est la double peine. C'est je me fais voler mes données et en plus je me prends une amende de la CNIL ou d'un autre organisme en Europe. Donc ça a été notamment documenté où on sait que les cybercriminels ont spécifiquement attaqué des entreprises en Europe pour ça, justement à cause du RGPD. Le troisième, c'est l'atteinte à la disponibilité des infrastructures. Donc pendant la campagne de rançonnage, les cybercriminels mettent la pression sur leurs victimes en réalisant des dénis de service sur l'infrastructure, sur les sites institutionnels ou sur les sites de vente, par exemple. Donc ils attaquent des nids de service, c'est-à-dire essayer de faire tomber le site, de le rendre inaccessible. Ça, le but, c'est de mettre la pression sur la boîte pour la faire payer le plus vite possible. C'est, je chiffre, je demande une rançon, je mets le déni de service pour avoir le paiement tout de suite. Parce que plus le paiement a lieu tôt, plus il y a de chances qu'il ait lieu, évidemment. En fait, plus l'entreprise attend avant de payer, moins il y a de chances pour qu'elle paye, parce qu'elle se rend compte qu'elle a peut-être d'autres moyens pour réagir. Donc l'idée, c'est de mettre la pression tout de suite pour payer le plus vite possible. Et le quatrième qu'on voit qu'on commence à voir apparaître, qui est un peu rigolo, c'est la menace au rançonnage. C'est-à-dire, attention, je vais vous déclencher une attaque, payez-moi pour pas que je la déclenche. Donc là, c'est vraiment en amont, ça se trouve, il n'y aura jamais d'attaque, mais pour dire à quel point c'est devenu médiatisé et que les entreprises en ont peur. Donc voilà, faire attention à celle-ci aussi. C'est cette peur qui va inciter pour payer. Toujours, c'est une situation d'urgence qui fait qu'on réagit mal, que l'être humain réagit mal. C'est pareil dans les mails de phishing. Vous voyez souvent apparaître dans vos mails de phishing, c'est attention, virement déclenché dans 10 minutes si vous ne dites pas non, ou votre iPhone arrive, alors vous n'avez pas commandé d'iPhone, pour annuler la commande, cliquez ici. Bon, vous allez annuler la commande, puis au passage, vous faire pomper un peu d'argent. Donc voilà, toujours la réaction de l'urgence, c'est ce qui est recherché par les criminels, parce que c'est là où on fait des bêtises. Sébastien, je pense que c'est très clair. Cyril, on a vu effectivement avec Sébastien ces différents types d'exemples sur différentes cibles au final, ou plutôt des victimes. Et quelles sont en fait les évolutions que les ransomware ont eues au fil des années? C'est une excellente question. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, Manuel, c'est que le ransomware, en tant que concept, n'est vraiment pas nouveau. Il existe depuis les années 1990, à l'époque du bon vieux MS-DOS,
où, alors à l'époque, tout le monde s'appelait virus aussi, hein. Donc on avait un virus qui s'appelait AIDS, et celui-là venait chiffrer non pas le contenu des fichiers, mais juste les noms des fichiers, pour des raisons de performance de processeur à l'époque. Toujours est-il que le système, après, était tout cassé, et le virus affichait un joli message en disant, si vous voulez retrouver vos données d'origine, eh bien, faites un paiement de 190$ dans la boîte postale machin qui se situe au Panama. Ok. Voilà, le concept était né. Après, on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes. En tant que cyberattaquant, on a un problème d'anonymat, parce que la boîte postale au Panama, c'est bien sympathique. Seulement si les services de police s'intéressent à cette boîte postale, eh bien voilà, on va se faire retrouver. Donc ça serait vraiment bien si on pouvait trouver un système de paiement plus ou moins anonyme. On va avoir aussi après un système qui va devoir gérer l'impact, puisqu'on va voir que plus un mécanisme de paiement est opérationnel, plus des défenses naturelles vont se construire. Et puis on va voir aussi, en terminant, que pour cibler correctement ces victimes, eh bien, il nous faudra une porte d'entrée. Ça, c'est les 3 maillons qui manquent, et alors ça tombe bien, il suffit de faire défiler les années et tout arrive. 2008, naissance de la blockchain Bitcoin, qui est à la fois un concept de blockchain et une implémentation au travers de la Bitcoin. Voilà, c'est une crypto-monnaie qui vient de naître, mais ça devient un tremplin qui permet de faire des paiements plus ou moins anonymes. Pourquoi anonyme? Parce que on ne sait pas vraiment qui est derrière un portefeuille Bitcoin. Donc c'est ça qui va intéresser les cybercriminels. En revanche, tout est traçable quand même dans la crypto Bitcoin. Voilà, donc c'est le fait que derrière un portefeuille, on ne sait pas qui se cache. Eh bien, il suffit d'attendre que le Bitcoin soit valorisable. On arrive en 2013, là, ça commence à décoller. Les cybercriminels s'emparent du sujet et disent on va faire un crypto-locker, un logiciel qui s'appelle de ce même nom, qu'aujourd'hui on va plutôt appeler ransomware, qui va proposer de payer la rançon directement en Bitcoin. Évidemment, ça commence à fonctionner, le mécanisme de paiement fonctionne lui aussi bien, donc les systèmes de défense se mettent en place, comme je t'avais raconté il y a quelques secondes, notamment Microsoft qui met en place les shadow copies. Donc les shadow copies, ou clichés instantanés en français, voilà, c'est ça, c'est des photos des fichiers qui sont modifiés. Et en tant qu'attaquant, c'est très dommage, puisque ma victime aurait un moyen chic et pas cher de récupérer ces fichiers. Donc, prochaine évolution, détruisons les shadow copies. Ça, c'est ce qu'on voit par exemple avec WannaCry en 2017. Il commence par détruire les shadow copies, il vient faire ensuite le chiffrement. Et puis on se rend compte qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas très bien, c'est qu'en 2017, WannaCry a pu se diffuser parce qu'on a exploité une vulnérabilité. La coïncidence fait que c'est tombé à ce moment-là. Si la vulnérabilité avait été rendue publique plus tôt, eh bien WannaCry serait apparu plus tôt. Et là, on se rend compte, en tant que cyberattaquant, il nous manque quelque chose, il nous manque cet accès initial. Et cet accès initial, en fait, on a d'autres groupes de hackers qui savent les faire. Et l'évolution la plus forte et la plus récente du monde du ransomware, c'est le ransomware as a service. C'est une sorte de mini-entreprise qui vient mettre en relation des hackers qui vont fournir l'accès initial, des cybercriminels qui vont créer le logiciel de chiffrement, d'autres cybercriminels qui vont s'occuper de tout ce qui est infrastructure pour le paiement des rançons, pour l'exfiltration des données. Et cerise sur le gâteau, cette association de malfaiteurs est maintenant capable de cibler certaines sociétés. De préférence, on va cibler les gros poissons parce qu'on sait qu'ils ont une capacité de financement plus forte. Et ils peuvent même aller plus loin en disant maintenant nous avons une éthique, nous n'attaquons pas, je ne sais pas, par exemple, les CHU, comme tu as pu nous dire tout à l'heure. Exactement. Alors je ne dis pas que c'est bien, mais on voit en tout cas cette évolution-là. Ok, d'accord. Et j'ai une question, je profite rapidement, concernant les Caddy Wipers, j'en ai entendu parler. Techniquement, c'est la même chose, ça n'a rien à voir, c'est un ransomware à sa service? Pas du tout un ransomware. Un wiper, c'est un logiciel malveillant qui vient effacer des données de manière bête et méchante, et surtout non récupérable. Donc de la destruction pure. De la destruction. Ok. Ok. Il n'y a pas de rançon exigée parce que tu ne pourras rien récupérer. Ok. C'est très clair. Revenons concernant la stratégie de protection, selon toi ou selon le savoir-faire des institutions, quelle est la première chose à mettre en place, à faire?
La première chose à faire, c'est pas vraiment de la protection finalement. La première chose à faire, c'est de se dire que potentiellement il n'y a pas de protection. Et donc se dire, qu'est-ce que je vais faire quand ça va arriver? Être prêt, c'est une attaque qui est complexe, qui est vicieuse. Tout le monde peut être la victime. Donc il faut juste se dire, voilà, ça va arriver, je dois me préparer. Donc se préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des sauvegardes. Évidemment, ça veut dire les tester, s'assurer qu'elles fonctionnent, ces sauvegardes. Évidemment. Et ça veut dire aussi s'assurer que ces sauvegardes ne peuvent pas être elles-mêmes chiffrées. Donc soit faire de l'immutable, soit de la sauvegarde déconnectée. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment la première chose à faire. C'est se placer en position de ça va m'arriver. Ok. Et écoute, du coup, en fait, concernant la sensibilisation des collaborateurs, là, c'est aussi quelque chose, j'imagine, à mettre en place quand même. La sensibilisation des utilisateurs, c'est une bonne pratique d'une manière générale, parce que l'informatique est un outil universel maintenant, les risques y sont nombreux, et il faut, comme tout outil qu'on utilise, être sensibilisé aux risques, comme avec une scie circulaire ou comme avec un véhicule. Donc ça, c'est indispensable, il faut le faire. Maintenant, ça va pas résoudre le problème du ransomware, donc ça suffit pas. Ok, c'est très clair. Cyril, revenons d'un point de vue plutôt technique, comment une cyberattaque par ransomware en fait va marcher, comment elle se déroule en fait. Alors déjà, ça s'organise. Si tu te rappelles ce que j'ai dit, il te faut un accès initial. Oui. Cet accès initial, c'est probablement le plus difficile à obtenir. Cet accès initial, on a plusieurs façons de faire. Soit tu es toi-même hacker et tu essayes, et petit à petit tu vas trouver des sociétés qui ont des vulnérabilités qui permettent de rentrer. Soit tu le fais au travers de campagnes de phishing, ça marche pas mal. Soit tu es un peu pressé par la montre et tu vas directement acheter des accès initiaux sur le dark web. Alors ça se fait en une poignée de jours, 2-3 jours, moyennant 1000 à 5000 $. Okay. Et tu reçois clé en main une procédure et tu peux rentrer dans la société, j'ai envie de dire, de ton choix. En tout cas, celle qui est proposée sur le catalogue. Voilà. Maintenant, tu es dans la société, alors tu es sur une des machines, généralement un des serveurs. L'étape d'après, ça va être tout ce qui est mouvements latéraux ou latéralisation. D'accord. L'idée, c'est de se promener dans le réseau, de rebondir de machine en machine pour essayer de trouver de la valeur dans ce réseau. Puisque si tu as de la valeur, exactement, ça va justifier ta rançon. Ça prend du temps, entre 2 et plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà, donc l'attaquant cherche, il exploite des mots de passe faibles ou communs, ou des mots de passe qui sont stockés dans des fichiers en clair. Enfin voilà, il y a plusieurs façons de faire. Au bout d'un moment, tu estimes avoir trouvé de la valeur, ou alors tu dis que tu en as marre de cette société et tu déclenches l'assaut. Ça peut être ça. Et là, ça va dépendre de la stratégie. La première, comme a dit Sébastien, le cyberattaquant peut vouloir exfiltrer de la donnée et menacer de la diffuser. Ou alors, il vient lancer directement le processus de chiffrement. Et là, intervient le ransomware. Donc, il le lance. Alors, certaines fois, il y a des paramètres de ligne de commande, parce que pourquoi pas, finalement, ça devient un outil comme un autre pour le cyberattaquant. Et ce ransomware, une fois lancé, prend en charge le processus global de chiffrement, d'envoi au serveur de la clé de déchiffrement, et puis d'affichage à l'utilisateur de la note. Vous êtes fait attraper, voilà comment il va falloir payer, et puis il va mettre vraiment toute la pression sur la victime. Okay. D'accord, je comprends. Sébastien, du coup, en prenant en compte ces trois phases, si je peux dire, que Cyril nous indique, concernant cette efficacité des ransomware, quel est l'impact réel sur une machine, enfin, ou sur un ensemble de machines, et est-ce que aujourd'hui il y a des extensions qui peuvent nous alerter? Des extensions fichiers, j'entends. Alors, on va distinguer les deux cas, en fait. On va distinguer le cas où on est sur de l'attaque, comme le disait Cyril, qui a un accès initial par un exploit, par une exploitation de vulnérabilité. Oui. Dans ce cas-là, globalement, il n'y a pas de fichier qui transite. Le ransomware n'est pas transmis sous forme de fichier, n'est pas visible de l'utilisateur en tout cas. Pareil pour les mouvements latéraux. Par contre, ce qui va être visible, ça va être lorsque le chiffrement est en cours, ça va être les créations de nouvelles extensions de fichiers, un fichier .doc qui est remplacé en .xyz, peu importe. Ça se voit. En général, ça c'est trop tard. Ça chiffre à une telle vitesse que le seul truc à faire, là, c'est de couper.
puis après on voit. Le deuxième cas, c'est le cas du phishing, c'est le cas du dropper, ce qu'on appelle. Hein, c'est lorsque l'accès initial, alors soit c'est de l'attaque un petit peu petit bonheur la chance où c'est un ransomware local qui est envoyé pour faire payer un poste, soit c'est effectivement réaliser un phishing pour avoir un accès initial via un groupe. Et là, les fichiers qui arrivent, nous d'après nos stats, c'est de tout type, c'est surtout PDF, Word, Excel évidemment, et de l'exécutable. Donc les droppers, souvent PDF, Word, Excel. Okay. Mais pareil, dans ce genre de cas, l'utilisateur il peut juste faire appel à se méfier, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est le point de la sensibilisation qui peut être intéressant, c'est se méfier de tout ce qui arrive et de voir un fichier Excel dont on n'a pas l'habitude, le nom est en général pas le même que, bon, c'est un peu spécial. Oui. On voit souvent qu'il y a, il y a invoice souvent comme terme dedans, enfin, pour dire facture. Voilà. Mais bon, voilà, il y en a un qui cliquera et. Juste, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la zone de questions et on y reviendra à la fin pour y répondre avec nos experts. J'ai une autre question, Sébastien, là-dessus. Du coup, en cas d'incident, comment est-ce qu'on doit réagir? Est-ce qu'il y a un plan de réponse efficace préconisé par des organismes aujourd'hui? Alors là, on va parler de l'état de l'art, hein, de la cybersécurité presque. Au-delà de la gestion de crise qu'il faudra traiter, hein, donc le basique, si on est attaqué, c'est de porter plainte. Gendarmerie, on porte plainte. On peut être aidé par les cybergendarmes, on peut être aidé par l'ANSSI. Bon, ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, en prenant un peu de recul, il faut se préparer à ce type d'attaque, il faut se protéger. Et la première chose à faire, c'est évidemment de pouvoir détecter qu'il y a une attaque en cours. Donc, pour ça, on a toute une gamme d'outils, toute une gamme de procédures, de la gouvernance, évidemment de l'humain formé, pour déployer les mesures de protection, les mesures d'anticipation, dont Storm Shield fait partie en mesures de protection. Donc ça veut dire mettre de la sonde réseau, du cloisonnement, mettre de la sonde de poste, des outils de collecte de logs, voilà, très important, des outils qui permettent de traiter les logs, de l'outil humain, donc avec un Security Operations Center, un SOC, qui permet de traiter les événements de sécurité et d'en déduire un incident, du CERT, hein, de la Response Team, qui va permettre, elle, d'aller corriger le problème, de remédier le plus vite possible au problème, de faire du forensic éventuellement. Voilà, c'est tout ça qu'il faut. Alors pour ça, nous, on s'appuie, en tant qu'éditeur, on a nos partenaires, intégrateurs, opérateurs, qui vont pouvoir accompagner nos clients dans la mise en œuvre de toutes ces solutions, sans oublier évidemment la gouvernance, hein, qui permet d'assurer que tout ça est réalisé, le chef d'orchestre qui permet d'assurer que tout ça est fait convenablement et avec les bonnes priorités. Je retiens ce que tu dis concernant le fait de déposer plainte en fait auprès des cybergendarmes, puisque là très récemment je lisais dans le média, il y a la loi Lampi et c'est une question en fait que je voulais te poser, Cyril, concernant un peu cette fameuse question de est-ce qu'on doit ou pas payer la rançon. Selon cette loi Lampi, pour payer la rançon, il faudra d'abord déposer plainte. Donc là aujourd'hui où on en est en fait par rapport à ces points. Alors Manuel, la recommandation officielle de la NSSI est de ne pas payer la rançon. On va essayer de détailler un petit peu. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on paye la rançon, on vient encourager ce business. C'est la principale raison qui pousse à ne pas payer la rançon. Mais aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que vu que le ransomware intervient en fin de chaîne, tu payes une rançon pour, grosso modo, défaire ce qui a été fait en fin de chaîne. Alors déjà, malheureusement, un cybercriminel rentre chez toi sans te le dire, il vient chiffrer tes fichiers, tu n'as aucune garantie que quand tu auras versé les sous, voilà. On va rendre les fichiers. Exactement. On a vu des sociétés qui se sont vues demander une rançon encore plus forte. Tu peux aussi... Voilà, une rançon plus forte après la première. Tu payes la première, tu en as une deuxième plus forte. Après, si tu tiens quelqu'un qui veut bien payer, pourquoi s'arrêter? C'est une question d'éthique. Je ne rentrerai pas dans ce débat, mais voilà, c'est une question d'éthique. Après, tu as aussi, ce que tu dois savoir, c'est que ça ne va pas corriger ta vulnérabilité de départ. Voilà. Et donc, payer, c'est pas forcément la bonne idée non plus. Néanmoins, certaines fois, les entreprises peuvent se poser la question. Qu'est-ce qui a été volé? Est-ce que j'ai un plan de sauvegarde, comme disait Sébastien? Eh bien, si mes fichiers sont chiffrés,
et que j'ai des sauvegardes et qu'elles sont restaurables, bon, ça va peut-être limiter le fait de devoir payer la rançon. Si j'ai des secrets professionnels type brevet qui vont bientôt sortir et que je me les fais voler, mais ils étaient chiffrés et je sais que l'attaquant ne peut pas les déchiffrer, ça ne justifie pas non plus un chantage de sa part. Oui. Voilà, il y a tous ces points en fait à prendre en compte. Il y a la question de l'image aussi. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés se font avoir par des ransomware et donc c'est plus une honte. C'est malheureusement quelque chose qui va devenir commun. Oui, donc de la petite PME voilà. locale à un groupe qui fasse partie du 440 par exemple. Exactement. Ouais. Tout le monde. À tout le monde. Exactement. Non, non, je pense que la position en fait, par rapport à ça est très claire. Merci Cyril. France, j'ai une question pour toi concernant les différents produits qui aujourd'hui vont être présents sur le marché et qui vont protéger à 100%. Et c'est très bien ou Alors, ce qu'on va dire, c'est que le risque n'existe pas. D'autant que les ransomware évoluent, il y a des nouvelles souches, des nouveaux variants. Donc, ce qu'on a mis, nous, en place dans SES Evolution, on a mis 2 protections spécifiques pour contrer les ransomware. Donc, justement, ce qui est à 2 étapes d'une attaque. Donc, comme l'a dit Cyril, c'est beaucoup de ransomware vont s'attaquer d'abord aux shadow copies. Donc, c'est pour éliminer tout ce qui est les sauvegardes des fichiers. Donc, ça, les shadow copies, c'est un mécanisme cliché instantané en français. C'est la photo, voilà, c'est une sauvegarde des fichiers fait par système d'exploitation. Donc cette protection-là va empêcher déjà tout processus qui voudrait supprimer ou détruire ces shadow copies. Et donc, hop, le SES Evolution va bloquer, va tuer le processus qui a tenté de supprimer ces shadow copies. Après, il y a une deuxième protection au cas où certains ransomware ne détruisent pas les shadow copies, parce que c'est pas 100% des ransomware qui le font. On a une analyse comportementale. Donc là, c'est que SES Evolution va vraiment surveiller tous les processus qui sont en cours d'exécution sur le poste, et notamment sur tous les accès fichiers. Et on va détecter des renommages de fichiers, donc il y a vraiment la phase de chiffrement. Un ransomware, il va chiffrer très vite des fichiers. Il va passer d'un fichier source à un autre fichier qui est chiffré. Et là, on va le détecter. On va détecter ce comportement anormal, donc ça va mettre quelques secondes. Donc ça va laisser quelques fichiers qui vont être chiffrés. Mais dès qu'on va détecter ce comportement anormal, et ben pareil, on va bloquer le processus, le tuer. Et du coup, grâce au shadow copy, on va pouvoir restaurer les fichiers de manière automatique. Voilà, donc là, c'est la partie remédiation des fichiers. Voilà. Alors, il y a un cas, comme c'est une analyse comportementale, il y a potentiellement un risque sur certaines applications métiers d'avoir des faux positifs. Donc là, on a prévu de pouvoir mettre des applications de confiance qui seront exclues de cette protection. Cette protection ne regardera pas cette analyse comportementale sur ces applications-là. Sans aucun souci. Tout à fait, exactement. Okay. Qu'est-ce qui se passe du coup ? En fait, si un ransomware essaye de chiffrer un partage réseau, par exemple, quelles sont les applications concrètes de ça ? Alors, le partage, c'est comme un fichier en local, on va dire. Donc, on va bien détecter, SES Evolution va bien détecter les renommages, même s'ils sont sur un serveur distant. Donc, le processus qui fait ces renommages va être détruit, va être bloqué. Et par contre, la partie remédiation, vu que c'est sur un serveur externe, c'est sur une autre machine, pas la machine où est installé l'agent SES Evolution, et ben là, ça dépend de la politique de sauvegarde, comme disait Sébastien, ça dépend de la politique de sauvegarde sur ce poste-là. Okay. Donc il faut repartir d'un backup, d'une sauvegarde, d'un sauvegarde. Et je pense que c'est assez clair. Donc justement, on arrive bientôt dans 3-4 minutes à la fin de notre mission. Donc si vous avez des questions, je vois qu'on a déjà quelques-unes, n'hésitez surtout pas, que ce soit sur le produit, sur comment marche le ransomware ou encore sur les chiffres et les méthodes de protection que Sébastien nous a indiquées. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Moi, juste avant de finir, j'aimerais bien déjà te poser une dernière question aussi concernant le paramétrage du poste en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire aujourd'hui avec SES Evolution? SES Evolution, il n'y a rien de particulier. Par contre, l'administrateur système doit activer les shadow copies, donc ces fameux clichés instantanés. Mais ça, on va dire que c'est une bonne pratique, donc ça doit être le cas dans toutes bonnes entreprises d'activer. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et côté console d'administration, la politique de sécurité fournie avec SES Evolution a déjà les protections anti-ransomware activées, donc il n'y a rien à faire de particulier.
Après, SES Evolution aussi, autre point notable, va forcer les clichés instantanés une génération de clichés instantanés chaque jour pour avoir toujours une sauvegarde la plus récente s'il y a un ransomware et l'analyse comportementale aurait laissé passer quelques fichiers, de pouvoir toujours restaurer les fichiers les plus récents. D'accord, ça marche. Concernant les questions, donc je vois déjà qu'on a quelques-unes. Ce que je vous propose, messieurs, c'est de passer à ces questions. Donc déjà, j'en ai une concernant SES Evolution. Est-ce qu'il permet de protéger contre 100% des ransomware? Vas-y, Sébastien, si tu veux. Escroc, soit je réponds non et on va se demander si c'est efficace. Donc évidemment 100% non, parce que ça n'existe pas le 100% en sécurité informatique. Ce qu'on peut dire, c'est que pour développer notre solution, notre équipe sécurité réalise très régulièrement des campagnes de détonation des derniers variants connus afin d'affiner les politiques et les règles par défaut qui sont toujours livrées avec le produit. Et ça permet d'être au plus près des évolutions des ransomware et donc de couvrir le plus largement possible les 28 familles dont on a parlé qui sont actives en France et au-delà, hein, évidemment, puisqu'on couvre pour l'Europe et pour le monde. On a un travail quotidien et régulier qui est réalisé notamment par Cyril ici. Ok. Si vous avez d'autres questions ou vous souhaitez des compléments d'information, n'hésitez pas à nous le faire parvenir par la zone de chat. Je vois qu'il y a effectivement quelques petits échos et des petits problèmes de son de temps en temps. Veuillez nous en excuser et nous travaillons effectivement pour que vous puissiez nous écouter sans aucun problème. J'ai d'autres questions. Dans votre solution de protection, est-ce que vous disposez des informations sur une attaque? Donc là, je pense que France, peut-être tu peux répondre. Oui, je peux répondre. Donc effectivement, quand il y a une attaque de ransomware, on a détecté, on génère un log et dans ce log, il y a le processus incriminé, hein, qui est l'application qui a été détectée comme faisant énormément de dommages, donc comme un ransomware. Et également, on a la liste des fichiers qu'il a commencé à chiffrer, hein, parce que pendant cette analyse comportementale, on va laisser quelques secondes où le ransomware va commencer à chiffrer certains fichiers. Et donc là, on va avoir la liste des fichiers et ça va aider à la remédiation automatique de ces fichiers après avoir tué le ransomware. Ok. Et en parallèle, oui, Oui, vas-y, continue. Et donc, le processus qui a chiffré les fichiers et voir tous les accès qu'il a fait sur la machine. Les accès forcément fichiers, mais les accès par exemple au château copie, à la base de registre, vraiment même les accès à d'autres processus. On va vraiment pouvoir toutes ces actions, ça permet de voir la chronologie de l'attaque. Ok. On a d'autres questions. Est-ce que comment on peut se protéger contre l'accès initial d'un cyberattaquant? J'imagine que ça doit être pour moi, oui. Pour toi, alors malheureusement, se protéger contre un accès initial, c'est difficile parce qu'il y aura toujours des vulnérabilités, donc il y aura toujours des accès initiaux. D'accord. Maintenant que je t'ai bien déprimé, il existe quand même des solutions, comme disait Sébastien, faire du monitoring. Puisque l'accès initial se trouve et peut être acheté par n'importe qui, mais avec un accès initial, on ne fait pas grand-chose tant qu'on n'a pas latéralisé. Okay. Et la latéralisation prend du temps. Et ça laisse des traces. Donc les traces, il va falloir les monitorer. SES Evolution sait par exemple faire remonter des parties de journaux d'événements dans la console d'administration. Et l'administrateur sécurité derrière SES Evolution peut porter ça avec un œil de caractère très suspect. Tout dépend des horaires. Si on se rend compte qu'il y a des connexions à 4 heures du matin en France, faut s'en douter. Bon, ça peut mettre la puce à l'oreille. Après, il y a des solutions aussi qui permettent de monitorer le trafic réseau. Si on se rend compte, pareil, que toujours à ces mêmes heures, il y a un gros volume de données qui sort, peut-être déjà mettre en place un blocage automatique, et aussi très tôt se dire attention, il y a peut-être un loup dans la bergerie. Okay. Et en se disant ça, on peut couper l'accès au cyberattaquant avant qu'il ait déclenché le ransomware. Okay.
Et surtout avant qu'il s'est un peu fait la phase de latéralisation. Donc, il a quand même un pied dans la maison, mais il n'a pas fini sa latéralisation, il n'a pas encore trouvé toutes les données, et surtout, il n'a pas lancé le chiffrement des données. Ok. Donc, je dirais monitorer, monitorer, monitorer. C'est vraiment le principe de base. On a d'autres questions, messieurs, concernant la manipulation de l'utilisateur final dans votre solution. Est-ce qu'il est transparent? Enfin, est-ce que j'imagine l'utilisation, enfin, ou la manipulation de l'utilisateur final. Là-dessus, peut-être, France, tu peux. Donc, au niveau de l'utilisateur, c'est totalement transparent. Hein. Dès qu'il va y avoir une attaque SIM aussi, une attaque ransomware, l'utilisateur va être notifié d'un message de notification comme quoi un processus a tenté de chiffrer des fichiers et a été bloqué. Ok. Voilà, donc c'est totalement transparent pour lui. La remise va se faire. Très bien. Donc, on a encore quelques instants parce que on a pas mal de questions. Donc, on va continuer. N'hésitez pas hein, si vous en avez. Est-ce que vous disposez d'une administration centralisée? J'imagine par rapport à la solution. Donc, France, peut-être tu peux reprendre la main. Administration centralisée qui permet de faire du forensic, du suivi d'incidents, du suivi de périphériques USB, du monitoring du parc des agents, on a des dashboards pour tout ce qui est des incidents, les différentes attaques, synthétiques, voilà. Très bien. Ça marche, merci. On a d'autres questions qui arrivent. Donc, quelle est la taille moyenne d'un ransomware? Peut-être Cyril, tu as de données ou c'est là-dessus, je peux le faire tous les jours. On a des stats. Allez, très bien. On a sorti d'ailleurs une infographie à ce sujet. Alors, j'ai en tête de mémoire, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais c'était entre 500 kg et 1 méga, hein, je crois, le maximum. Exactement. Ouais. entre 500K et 1 méga, c'est la majorité des ransomware qui sont cette taille. Ah, c'est pas très grand au final, en fait. C'est pas très grand. Et on peut aller plus loin, on a des extrêmes qui vont faire moins de 30 kilooctets. Et on a d'autres extrêmes qui vont faire plus de 100 mégaoctets. D'accord, ok. Voilà. Au final, tout dépend comment il est packagé. Ce ransomware. Donc, tu peux le mettre dans un énorme installeur qui semble être un produit auquel tu t'attends. Oui. Et au milieu, ben, hop, il peut se lancer. Ok. Donc voilà, ça se dissimule bien. On a d'autres questions. Quel est le délai de patching d'une éventuelle nouvelle extension de ransomware? Le délai de patching. Oui, d'une éventuelle extension de ransomware. C'est-à-dire que Est-ce que peut-être la personne la question, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner un peu plus d'informations par rapport à ce que vous souhaiteriez? je peux essayer de faire Ou si tu peux essayer de tenter. Oui, bien sûr. On va se mettre dans l'hypothèse, enfin en tout cas c'est comme ça que je comprends la question, où la protection anti-ransomware de SES Evolution ne verrait pas un ransomware. Je me mets dans cette hypothèse-là et je comprends la question comme combien de temps il faut à Storm-Shield pour sortir une version N+1 qui voit ce ransomware-là. C'est dans ce sens-là, effectivement. Alors si c'est dans ce sens-là, eh bien déjà, la première chose à faire, c'est étudier le ransomware et déterminer ses caractéristiques. Puis ensuite, eh bien, fournir le correctif. Enfin, le correctif, disons, l'évolution. Aujourd'hui, c'est dans un jeu de règles à part, donc qui est totalement, qui est un jeu de règles indépendant au final. Alors bien sûr, qui est livré dans la solution SES Evolution, mais qu'on a en capacité de livrer en plus. On peut faire une version N+1. Donc au final, ça va être juste le temps d'analyse, d'implémentation et quand même de s'assurer que ça ne produit pas de faux positifs. Donc à partir du moment où on a les samples, grosso modo, on peut dire en 2 semaines, on doit pouvoir sortir quelque chose. Ok. Ça marche. Donc à peu près 2 semaines pour le patching. C'est aussi une question de manière dont on est challengé. Si on sent que c'est un gros ransomware qu'il faut travailler d'arrache-pied dessus, on saura sortir, alors peut-être pas non, cette fois-ci une protection ransomware V2, mais on saura sortir un petit patch additionnel, comme on a déjà fait pour KD Wiper, quelques autres menaces de 2021, qu'on est capable de sortir en moins de 48 heures, avec un petit rapport d'analyse et qui explique à nos clients comment on fait pour mettre en place cette protection
Et on expliquera aussi après quand est-ce qu'il faudra retirer cette protection, parce qu'elle devient obsolète, puisqu'on aura fourni la version N+1 de la détection ransomware. Ok. On a cette capacité. D'accord. Dans un premier temps, on peut faire du mode dégradé efficace, et dans un deuxième temps, on va faire plutôt un mode généraliste plus intelligent. Avec une certaine implémentation de cette version préalable. L'idée, c'est de bloquer au plus tôt. J'ai une très bonne question. SES évolution, c'est quoi? Sébastien, peut-être tu peux là-dessus nous éclairer? Oui, c'est vrai que il y a plein de 17. Alors en termes consacrés, c'est un EDR EPP, donc EDR Endpoint Detection Response, EPP Endpoint Protection. Donc une solution de protection des postes. C'est un agent de protection des postes. Ok. On va pas l'appeler antivirus parce qu'il n'y a pas de base antivirale comme certaines solutions non, mais c'est une solution de durcissement et de protection des postes et de détection et de remédiation des problèmes de sécurité sur un poste. Ok, donc pour cela, en plus, si vous le souhaitez, nous avons créé également des contenus supplémentaires, une page web où on explique les avantages de justement la solution de protection des postes, donc SES et Storm Shield Endpoint Security Evolution, ainsi que d'autres pages web où on va voir avec un peu plus de détails beaucoup d'autres informations, comme la protection de Logbit, comme Cyril nous indiquait, avec la solution Endpoint des Storm Shield. Nous arrivons à la fin, mais j'ai encore quelques questions, donc je vais vous faire patienter quelques instants, messieurs. Est-ce que SES Evolution dispose des fonctions de durcissement de poste pour limiter le risque en amont? Oui, si, on l'attaque aussi, si tu veux. Peut-être en amont, ouais, de l'attaque, c'est-à-dire que ça va le prévenir. Qui veut? Alors, Sébastien? Oui, évidemment, parce que c'est une solution de durcissement d'ailleurs. Donc, on va pouvoir mettre des listes, des hololistes ou des deny listes d'applicatifs. Dire voilà, cette application ne doit pas se lancer. On va avoir du contrôle aussi de flux. Quels sont les flux entrants autorisés, les flux sortants autorisés. On va avoir du contrôle des périphériques. Donc, le périphérique USB, on va faire un trust sur un parc de périphériques USB. Et si ce parc se connecte sur un autre poste non trusté, stop, le périphérique devient non trusté, par exemple. On a contrôle aussi de tout ce qui est réseau Wi-Fi, Bluetooth et compagnie. Et puis, tout un tas de contrôles sur les accès à certains répertoires, à certaines clés de registre, etc., etc. Donc, on peut durcir le poste d'une telle façon qu'il est, par exemple, et on a fait un template prédéfini pour ça, conforme à la directive interministérielle 901, qui correspond au poste, qui correspond à la protection diffusion restreint. Ok. Donc à la template qui permet par exemple de dire voilà, j'applique ce template avec des spécificités évidemment pour chaque entreprise et maintenant il sera aussi conformément. C'est la protection DR. Diffusion restreinte. Voilà. Par exemple, ça peut être NIST, ça peut être n'importe quel autre, ça peut être PCI DSS, n'importe quelle norme, on applique des restrictions spécifiques. Ok, je pense que c'est très clair. Si vous avez d'autres commentaires à faire, n'hésitez pas à utiliser la zone de chat. On a deux dernières questions avant de clore le webinaire. Sous quelle forme est commercialisé SES boîtier soft type VM aujourd'hui? Peut-être Sébastien, tu... C'est un soft avec une partie serveur qui est installable sur VM, évidemment. Donc, une base de données, un front-end et un back-end. Oui. Et une partie logicielle toujours sur le poste qui peut être notamment déployée par GPO avec des packages MSI. Voilà. Ok. Et donc c'est du soft. Très bien. Après, j'imagine... S'ils veulent plus d'informations, enfin, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez nous contacter et on peut voir pour faire effectivement une démonstration, d'accord, ou un POC. Il y a pas de problème là-dessus. La consommation lors du chiffrement, est-ce qu'elle est anecdotique ou peut-elle être détectée car élevée? Je ne sais pas. Pour moi. Plutôt pour Cyril, je dirais. Alors, je vais faire une réponse qui veut tout rien dire. Ça va dépendre du ransomware. Okay. Donc on a des ransomware champions du chiffrement qui vont extrêmement vite, qui utilisent des clés AES où le chiffrement est directement réalisé par le processeur, donc ça va assez vite, et qui en plus
ne vont pas chiffrer l'intégralité du fichier, mais quelques parties, juste le nécessaire pour que le fichier ne soit plus utilisable. Mais on en a aussi qui vont chiffrer avec du RSA, et la génération de clés RSA est très longue, donc ça va prendre plus de temps. Donc, malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse. Par contre, il faut faire attention, c'est que si on s'intéresse à la consommation processeur d'un processus, eh bien, on va pouvoir tomber aussi sur des outils de compression. C'est pas forcément pour le coup un ransomware. On va sans doute aussi détecter des mineurs de crypto-monnaie. Donc, on tape à côté, mais cette fois-ci, on tape bien, puisque c'est pas bien si on a un mineur de crypto-monnaie sur sa machine. On consomme de l'énergie pour rien, quelque part. Et puis, c'est aussi la preuve que quelqu'un est rentré. Donc, c'est pas forcément un indicateur pertinent. C'est un indicateur complémentaire, mais ça va pas être le seul sur lequel il faut s'attarder. J'espère que je réponds à la question. Je l'espère également. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On a une autre, je pense que celle-ci, la DGCGC propose des solutions souveraines comme Arfan Lab ou Tetris. Sébastien, peut-être tu peux. Nous sommes dans cette même veine, puisque ce sont nos concurrents. Et nous sommes d'ailleurs en cours de certification CSPN pour proposer le visa sécurité sur cette solution. CSPN, une solution souveraine. Pour ceux qui connaissent pas, c'est tu me corriges si je me trompe, c'est le certificat de premier niveau pour obtenir le visa de sécurité de l'ANSSI. Exactement. D'accord. Donc l'Agence nationale de systèmes d'information. Ok. Exactement. D'autres questions qui arrivent. Donc souveraine comme se positionne votre solution. Je pense qu'on vient de répondre justement grâce à Sébastien. Donc une certification CSPN. Oui, alors petit point de détail en parlant de souveraineté, c'est une solution qui est développée 100% en France. Oh. Et c'est Stormshield Endpoint Security Evolution. Voilà, notre solution est développée 100% en France, à Lyon, notamment. Ok. Une souveraineté totale. Et ça reste en plus dans l'ADN des Stormshield. Les acteurs malveillants ne peuvent-ils pas utiliser une solution de chiffrement déjà existante comme SDS, donc Stormshield Data Security, afin de retourner la solution en ransomware? Donc je pense que c'est une question. Je vais répondre sur la première partie, Cyril fera la deuxième, c'est-à-dire que oui, il est possible de détourner des fonctions de chiffrement d'un OS, notamment, mais non, il n'est pas possible de détourner des bien malin qui pourra dire qu'il n'est pas possible, mais à partir du moment où il a totalement la main sur un poste, il est possible de faire à peu près tout et n'importe quoi. Il y a un smiley dans la question, vous la voyez pas, mais je pense que la personne doit entre guillemets connaître un peu, voilà. Voilà, un petit peu. Normalement, l'accès à SDS est protégé par un mot de passe, donc c'est pas être utilisable par n'importe qui. Quand on est admin d'un poste, on peut faire beaucoup de choses. Donc peut-être Cyril, si tu as des précisions. Tout ce que je peux raconter, moi, c'est que si effectivement on a un chiffrement massif qui se déclenche et que l'application ne fait pas partie des applications de confiance, elle sera bloquée. Ok. Voilà. Donc après, ça dépend du niveau de paramétrage. Est-ce que SES figure dans ces applications de confiance ou pas? SDS. Ok. On a une dernière question. Quelle est la priorité d'analyse d'un périphérique externe entre un antivirus et SES? Donc, alors, on ne fait pas d'analyse des périphériques externes. Donc, on n'est pas le même. Je pense que la question, si je la comprends bien, c'est quel est le premier OS, quelle est la première barrière sur l'USB, ou c'est une protection à la connexion, au montage du périphérique. C'est avant l'analyse du contenu, si c'est ça la question, je pense. Là, c'est le fait d'une station blanche. Là, j'imagine, c'est. Oui, c'est ça. On n'analyse pas de contenu, on n'est pas un antivirus. Oui, ok. On a. Attendez, je vais refaire juste quelques instants. Si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à profiter de nos experts pour leur poser toutes les questions, que ça soit sur le produit ou des tendances de ransomware.
Là-dessus, je pense qu'on a fait les tours, je regarde. Hein. Là, on a une dernière question. La priorité d'analyse est couplée avec les firewalls. En termes de performance, est-ce que il faut SES et antivirus? Donc j'imagine que... On peut dire que les deux sont complémentaires. Il y en a qui va plus se baser l'antivirus sur la partie signature et ces solutions sur la partie comportementale. Donc vis-à-vis d'un zero day, un SES va être prévalent dans ce cas-là parce que l'antivirus n'a pas encore cette signature, alors que SES, lui, au niveau du comportement, va pouvoir immédiatement il y a quelque chose de bizarre, donc il faut, hop, je bloque, et après ça sera, ok. Donc effectivement, il y a une complémentarité avec un antivirus. Nous avons encore d'autres questions. Donc, vous préconisez de maintenir un antivirus et en plus de la solution SES malgré qu'il soit EPP et EDR. Là-dessus, peut-être Sébastien, tu peux donner un des éléments de réponse. Je ne sais pas si le terme préconisé est approprié. Ça dépendra du cas d'usage. Plus la politique SES sera définie, plus le comportement sera défini avec précision, et moins il y aura besoin d'un tiers. Par contre, si on le met en voulant avoir une grande ouverture sur le fonctionnement, potentiellement ça peut être intéressant d'avoir une double barrière finalement. Donc, et surtout que ces barrières n'ont pas du tout le même fonctionnement. Après, une solution Windows Defender classique suffit largement. Donc, c'est ce qu'on, de la limite, c'est ce qu'on préconise. C'est le Windows Defender et après une solution en surcouche. Ok, d'accord. On arrive à la fin, mais on a encore quelques questions, donc je vous remercie. On va les passer en même temps. Donc, SES est couplé, vu et intégré dans le firewall et Storm Shield. Non. Tu peux peut-être développer, Sébastien. Non, pas du tout. Il est complètement indépendant. Oui, parce que c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que c'est un software, donc c'est, oui, enfin, c'est. Il est installé sur le poste, alors que le firewall est sur l'infrastructure. Sur le réseau. Indépendant. Après, dans le fonctionnement, il y a une logique à avoir les deux. Et d'ailleurs, on travaille sur notre solution de collecte de logs à avoir les logs des deux solutions à la fois pour pouvoir avoir des vraies solutions, une véritable détection croisée. Ok. Donc ça, c'est en roadmap d'ailleurs. Et voilà. Donc il faut. C'est dissocié. Donc j'en ai d'autres. Donc alors non parce que j'en ai plusieurs, donc les temps que ça passe. Donc cela n'a pas tendance à écrouler les machines. Donc là, concernant cette question, France, tu peux peut-être donner des éléments de réponse. Alors cela n'a pas tendance à écrouler les machines. Donc j'imagine c'est peut-être la performance. Ouais, la performance de la machine, j'entends. Ransomware, en fait, la partie analyse comportementale, non, là, on va juste monitorer que les accès fichiers. Donc, au niveau, si c'est la protection anti-ransomware, non, elle est pas du tout coûteuse en termes de processeur. Hein. Et après, d'une manière générale, non plus, c'est vraiment optimiser le code pour que ça soit le plus léger possible au niveau de l'impact sur la machine de la solution est très faible. Donc, voilà, donc l'utilisateur ne se rend pas compte qu'il y a un logiciel supplémentaire de protection. Ok. Ensuite, une des dernières questions. Que préconisez-vous pour détecter une attaque par déni de service? C'est un sujet complètement différent. En plus, il y a plusieurs attaques de déni de service. On pourrait avoir l'attaque de déni de service applicatif qui vise
à saturer un service type serveur web, serveur de fichiers, peu importe. On va attaquer l'applicatif, on va essayer de faire beaucoup de connexions, c'est de saturer l'appli en elle-même. Et on a le délit de service plus bas niveau, soit au niveau réseau, en saturant les tables de session par exemple, la table de routage, ou carrément un délit de service de performance. Là, on va saturer en termes de débit le tuyau d'accès. Donc ça fait 3 types de délits de service différents. À chacun, il y a des solutions spécifiques. J'invite ces personnes à se rapprocher de leur partenaire intégrateur ou opérateur qui ont des solutions à proposer. Stormshield en fait en partie sur la partie réseau. Sinon, c'est des spécialistes du blackhauling de flux, par exemple, ou de killing de sessions qui sont considérés comme du bot. D'accord. À minima, sur le Stormshield, mettez l'hyperrep, puisque nous, dans nos hyper-réputations, on a des bases de botnet dedans qui vont pouvoir participer à des campagnes de déni de service et qui seront bloquées. Ça évitera au moins une partie du déni de service applicatif. On lève pas ton micro parce que celle-là, je pense que tu vas pouvoir aussi aider la personne. Stormshield Endpoint Security est-il nouveau et est-ce qu'il est déployé à grande échelle? Il est récent. Il est récent. On avait Stormshield Endpoint Security 7.2, la dernière version de notre solution précédente. Tout à fait. Qui est déployée, oui, à grande échelle. Et donc là, on passe en EVO, qui est une refonte totale. Donc on peut considérer que c'est plus le même logiciel. Et qui est déployé. On a un déploiement en cours de 150 000 postes là sur une grande institution, je ne citerai pas, et entre autres, donc oui, récent et en cours de déploiement massif. Si vous souhaitez le tester, vous pouvez également nous écrire et nos commerciaux pourront effectivement voir avec vous pour une proposition de test. Alors, j'ai une dernière question et je complète ma question donc plutôt pour France. Le cumul antivirus SES n'a pas tendance à écrouler les machines. En fait, ça serait les cumuls des deux, nous indique la personne. Windows Defender et solution, ça se passe très bien. Hein, il n'y a pas d'impact fort sur la machine. On peut l'évaluer à moins de 10%. Vraiment, et c'est pas constant en plus. C'est pas 10% constant. Non, c'est en fonction en pic, oui. C'est vraiment que du pic. Et donc voilà. L'utilisation de l'utilisateur, c'est transparent. Il n'est pas impacté. Il ne sent pas de lourdeur. Ok, donc on peut très bien imaginer avoir Windows Defender comme solution antivirus, on va dire classique, et après une solution sur couche, Stormshield Endpoint Protection, qui va, elle, aller plus au-delà. C'est ça, exactement. D'autres questions sur le firewall Stormshield. Lors de la recherche de mise à jour, il est parfois indiqué aucune mise à jour disponible, alors que dans la réalité, de nouvelles sont disponibles mais non proposées. Celle-là, du coup, peut-être Sébastien, tu peux... Là, c'est trop spécifique. Je vais inviter à contacter TAC si jamais il y a un vrai souci de ce type. D'accord. Parce que je sais pas s'il s'agit des mises à jour de signature ou des mises à jour d'OS. Je vous invite à contacter TAC. Ok, c'est parfait. Et du coup, là, j'en ai pas d'autres questions. Je regarde une dernière fois. Là, c'est bon. Je vous laisse quelques instants si vous souhaitez. Question dans le firewall. La question dans le firewall, peut-être je n'ai pas vu. Donc, si vous pouvez la remettre, s'il vous plaît. Attendez. Ça, on a répondu si Stormshield s'y était couplé, vu et intégré dans le firewall Stormshield. Et Sébastien, si je me trompe pas, tu avais dit qu'il y avait deux. Enfin, c'est pas intégré. C'est complètement indépendant du firewall. Oui, c'est indépendant. Complètement. Donc, oui. Il n'y a aucun lien entre le firewall et la solution endpoint. Voilà. Et après, t'expliquais qu'à terme, il y aura. On va mettre un lien via la collecte de log. Oui, mais ça. Potentiellement, on pourra aussi être amené à mettre un lien dans certaines politiques de filtrage URL notamment. Encore une autre question. Vos solutions sont-elles compatibles avec Splunk pour les logs, etc.
oui, compatible avec tout SIEM. Les logs partent, peuvent être envoyés sur n'importe quel SIEM. Donc, compatible. Exploit IBM. Oui, tout un SIEM. Donc, encore une autre. Voilà. Donc, du coup, la personne, il y a quelqu'un qui souhaite savoir si on pourra dans le futur mettre SES à la place de Kaspersky ou de ClamAV. Dans le firewall ou dans le... Sur les SNS, j'imagine. Pas sur les SNS, donc la réponse, ça sera non, puisque c'est une solution comportementale qui ne vise pas à être une analyse de fichiers en mode flux. Dans le firewall, ouais. Voilà, donc la réponse sera non. Par contre, côté, on travaille à ajouter un troisième partenaire dans nos solutions SNS pour compléter notre écosystème de protection. Ok, j'imagine que de toute façon, quand on aura plus d'informations, on pourra effectivement vous le faire transmettre par email. Donc n'hésitez pas. Et de toute façon, on vous les enverra dès que dès qu'on pourra communiquer là-dessus. Je vous en prie. On a encore j'ai une remarque concernant le son. Donc nous y travaillons. Je vous remercie et on va effectivement s'y pencher. Il y a aucun problème. Merci pour votre remarque. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission, de cette nouvelle émission consacrée à la thématique des ransomware avec Sébastien Viou, France Cournil et Cyril Cléo. Donc je vous remercie messieurs de votre aide, de vos lumières et de toutes les explications des questions. Nous vous tiendrons informés pour vous envoyer le mail de remerciement dans lequel il va apparaître le site web dont je vous parlais avec toutes les informations sur le ransomware, ainsi que le replay de cette émission. Encore une fois, des excuses pour les petits soucis de son peut-être qu'on a pu rencontrer. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Asie Expert. Merci beaucoup et bon après-midi. Au revoir.